Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 68e épisode numéro 67. Nous sommes le 18 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous ? Bonjour Florentin, eh bien je suis Julien Durillon et chez Clever, en ce moment je casse des bibliothèques JavaScript. Merci à toi Julien et bienvenue parmi nous. Nous sommes également en présence de Steven Leroux. Bonjour Steven, qui êtes-vous ? Bonjour à tous, je suis Steven Leroux, CTO de Clever Cloud, et en ce sens, je m'occupe du produit, des équipes d'ingénierie et de la bonne humeur de tout le monde. Mais est-ce que ce serait pas ton premier épisode de Massy ? Ce n'est pas mon premier épisode de Massy. Ah, je suis en retard dans les écoutes des épisodes du coup. Puisque j'ai déjà été invité dans le passé. Ah, mais du coup c'est mon premier épisode en tant que Clever Cloud. Allez, félicitations et bienvenue. Merci et enfin, nous avons l'honneur de recevoir pour son premier épisode dans Message à caractère informatique, et là je suis sûr, notre nouvel arrivant chez Clever Cloud, Manuel Luzarreta. Bonjour Manuel, qui êtes-vous ? Bonjour, je m'appelle Manuel Luzarreta. Et chez Clever, du coup, je suis là depuis pas très longtemps, mais je vais faire de l'admin, de l'ops, de l'ansible, enfin que des trucs cool, quoi. Eh ben nickel, bienvenue à toi Manuel. Bienvenue Manuel. Merci. Et pas de pression du tout sur ce premier épisode. Hein. Non, pas du tout. Aucune pression. Du coup, on va pouvoir attaquer l'intro, et notamment le premier lien qui parle d'Amélie qui s'est fait piquer ses données, et c'est un lien qui a été proposé par Julien. Et oui, donc Amélie, le service, c'est le petit nom du service de l'assurance maladie française. Donc le site amélie.fr, si je dis pas de bêtises, celui sur lequel il y a toutes vos consultations, où il y a, je pense, des documents aussi de temps en temps, enfin vos remboursements, tous ces trucs-là. Je me demande si vous pouvez pas vous identifier avec France Connect, avec votre identifiant Amélie. Il me semble que oui. Moi, j'utilise mon compte des impôts en général pour ça, mais il me semble qu'on peut s'authentifier avec Amélie. Bref, toujours est-il qu'ils se sont fait piquer les données de 510 000 Français. Voilà, ils ont corrigé la faille de ce que l'article a l'air de dire. Donc, c'est un lien faux d'Android. D'après ce que l'article a l'air de dire, ça serait du brute force sur les mots de passe qui aurait été fait. Je suis pas entièrement sûr, mais l'article mentionne, là forcément j'ai perdu l'onglet où j'avais ouvert le lien, l'article mentionne des interrogations en chaîne, donc ça sent un petit peu le est-ce que c'est ça le mot de passe ? Est-ce que c'est ça le mot de passe ? Est-ce que c'est ça le mot de passe ? Voilà, apparemment ça a été corrigé et donc potentiellement que les 510 000 Français qui se sont fait piquer des données sont des gens qui avaient mis un mot de passe peu sécurisé, potentiellement trouvable dans les dictionnaires habituels de mots de passe. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire en plus là-dessus. Et je profite pour souhaiter qu'ils ont sorti le site web un peu dans le même sous-offre de phishing un petit peu, monespacesanté.fr, je sais pas si ça vous parle, où ils ont envoyé une grande campagne d'emailing pour justement déclarer un nouvel endroit pour pouvoir déposer tous les documents de santé et tout, et ça a fait un bruit quand c'est sorti parce qu'en fait ça a été envoyé par mail sans aucune communication avant, et ça faisait justement campagne de phishing pour récupérer les données via France Connect et tout. Donc ça rejoint un petit peu cette catégorie où on découvre justement ce genre de choses. Mais je crois qu'ils en parlent d'ailleurs à la fin de ton article de la campagne de phishing, j'ai l'impression. En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'ils veulent contacter directement chaque personne concernée. Il y a 500 000 personnes. Voilà. Donc si vous recevez un mail d'Amélie, c'est le moment d'aller changer votre mot de passe. Moi, j'imagine bien la tête du gars à qui le gars qui a décidé ça ou qui s'est avancé dans l'annonce. Ah, bon, attends, tiens, Jean-Mich, je te passe le dossier. Maintenant, toi, tu dois aller contacter les gens. Ok. Mais voilà, donc profite pour dire, je suis pas sûr qu'ils aient de la tout effet sur Amélie, mais
c'est le moment de rappeler d'utiliser l'atout effet sur les services que vous utilisez s'ils la proposent, et d'utiliser des services de stockage et chiffrement de mots de passe qui vont vous générer des mots de passe que vous ne connaîtrez pas, mais c'est très bien, parce que ce sera des gros mots de passe sécurisés, et c'est plutôt mieux que de mettre bonjour-amélie-2022 comme mot de passe. Et du coup, maintenant que je viens de prononcer ce mot de passe dans un podcast, il ne faut plus utiliser ce mot de passe. Je ne vais déjà pas l'utiliser, mais bon. Ça me rappelle un énorme mème qui doit avoir 3-4 ans maintenant, d'une personne faisant une PR sur GitHub pour retirer son mot de passe qui était utilisé sur la liste des mots de passe les plus connus de session. Et cette pull request était partie en énorme troll, et c'était sur GitHub. J'arriverais pas à retrouver l'issue là comme ça, mais c'était à mourir de rire. T'avais toutes les personnes qui font mais non, mais tu te rends compte, il s'était parti en le troller. Je crois qu'il a fait plusieurs issues sur les autres projets qui justement listaient ces trucs-là, parce que les personnes justement l'avaient trollé en disant mais il y a là et là aussi. Il faut que tu fasses une PR. C'était très très drôle. Et là-dessus, en parlant d'issue et de protection de données, la transition n'est pas folle, je vous l'accorde. Et un autre lien par Judu, qui est un organisme de protection du consommateur assigné Meta en justice. C'est ça, donc Meta, le nouveau nom de l'entreprise mère qui possède le site Facebook, le site Instagram et d'autres sites comme ça. C'est WhatsApp, si je dis pas de bêtises maintenant aussi. Aussi, ouais. Qui ont été assignés en justice par the Australian Competition and Consumer Commission. Globalement, ils ont demandé à Meta de faire cesser certaines publicités. Je vous décris juste après quoi ressemblent les publicités. Meta, enfin Facebook du coup, n'a pas retiré ces publicités qui sont en fait des scams. Et donc là, ils assignent Meta en justice parce qu'ils n'ont pas retiré ces fausses publicités. Parce qu'il y a toujours le problème c'est des fausses publicités, c'est du scam, mais en même temps, ça rapporte des sous à Facebook, et donc comme c'est leur modèle économique, ils sont toujours un petit peu lents à supprimer les trucs qui leur apportent des sous. Globalement, il y a du scam pour encore des trucs de crypto-monnaie, je suis sûr. Des qui NFT utilisaient peut-être des NFT, ouais, je sais pas trop. Qui utilisaient des images, les images des publicités étaient des images trouvées sur le net de célébrités australiennes, genre un présentateur de télé, ce genre de choses. Visiblement, peut-être un premier ministre, si j'ai bien compris. Bref, je suis pas trop sûr de la phrase que je viens de lire en anglais. C'est plutôt un businessman. Oui, un businessman, ouais, ça marche. Bref, donc des gens connus, leur photo a été utilisée pour faire les publicités contre leur gré, et malgré leur demande et la demande de pas de l'association, mais de la ACCC là. Meta n'a pas retiré les pubs, et donc la ACCC les assigne en justice en leur demandant $650,000 australiens. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore. On en est juste au début on en est juste à la première étape légale. Mais voilà. Et l'article rappelle qu'il y a un particulier, pour le coup, un millionnaire, voire un milliardaire australien, qui, pareil, avait attaqué Meta en justice pour des publicités qui utilisaient sa photo contre son gré pour faire du scam, de la fausse publicité là-dessus. Voilà. Et je découvre grâce à son article comment écrire Mania du métal en anglais, qui est Iron Ore Magnet. Et du coup, la personne s'appelle Andrew Twiggy Forrest. La personne. Ouais. Et donc voilà. Et donc là, c'est le petit moment où on troll, parce que c'est très connu que Facebook, Instagram, etc. sont très 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 forts pour reconnaître des tétons sur les photos, pour les retirer dans la seconde même où les photos sont postées. Des tétons de femmes, bien sûr, parce que uniquement de femmes. Uniquement de femmes. Et reconnaître une photo de qualité studio d'une personnalité connue, c'est très très compliqué, visiblement. Je veux dire, c'est très difficile de filtrer du scam. C'est extrêmement difficile. Mais en même temps, un téton, c'est vachement plus simple. Il y a moins de choses il y a moins de relief et tout. Mais c'est beaucoup plus simple à retrouver.
qui repose toujours la question du contexte et de la loi applicable et appliquée. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est de la loi américaine. En l'occurrence, mais oui. Mais en fait, toi, tu pourrais avoir des choses pour lesquelles un téton, peut-être qu'en France, on s'en fiche. Mais du coup, c'est de la loi américaine qui t'impose un style de vie et une sorte de mode de culture. Un qui est pas usage de forcément la la tienne. plateforme aussi, oui. Exactement. Et alors, t'as d'une cet aspect-là, et de deux, il y avait quelqu'un qui avait raconté il y a quelques semaines que comment Facebook avait détruit son show ou un truc comme ça, et en fait c'était aux US, il y avait une sorte de show en ligne qui était fait pour on va dire un peu la ménagère, tu vois, c'était un peu c'était très féminin, c'était un peu j'ai pas vu le show, donc c'est difficile, faut que je me rappelle un peu le contexte, mais en tout cas c'était un show un peu féminin, un peu le show Desperate Housewives, tu vois, et en fait c'était très candide, un peu léger comme contenu, et il s'est trouvé que le truc a explosé, mais vraiment, enfin c'était c'est un peu Desperate Housewives en mode télé tous les soirs, tu vois, en mode show Téléfilm non, d'entertainment à l'américaine. Ouais. Et du coup, le truc a tellement explosé, sauf qu'à un moment donné, Dixit la personne, hein, mais c'est que Mark Zuckerberg, ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas. Et bizarrement, le référencement du truc, c'est qu'on a commencé, alors que le truc était vraiment en progression non-stop, très très forte. Et en fait, bah là, tout s'est stoppé, et puis ça s'est quasi effondré. Et là, ils sont sortis des plateformes, ils relancent plus ou moins le truc, mais en mode très très, peu de moyens, quoi. Mais tout le projet de, parce qu'en fait, ils avaient commencé à mettre des moyens, à dire ok, bah vas-y, on prend un studio, on met en, tu sais, c'est comme un youtubeur qui se réenvoie comme ça, puis d'un coup tout s'arrête, quoi. Et donc tout l'investissement, les contrats que tu commences à avoir et tout, et en fait tout s'effondre. Et il dit, mais en fait, c'est fou à quel point ces plateformes-là aujourd'hui ont un contrôle sur ton business si tu penses que ton business ne doit passer que par un seul canal. Et donc la leçon de ça, c'est il y a de toute façon une stratégie multicanale, voire indépendante, en utilisant les plateformes comme moyen de relais, mais la stratégie de fond, c'est toujours d'avoir une sorte de contrôle de ton canal de communication, de manière à prévoir l'avenir, quoi. C'est ça. Si ton cœur de métier c'est produire un show, c'est bien d'avoir la main sur tout ce qui concerne finalement ton cœur de métier, quoi. Clairement, ouais. Et je voulais dire un truc très pertinent là-dessus, mais j'ai complètement oublié pendant l'intervention de Julien. Tellement il était pertinent. On va faire une tête comme si tu l'avais dit. Très intéressant. Non. Voilà, c'était vachement bien. Mais alors je ne sais plus, tant pis, c'est pas grave. Ça me fait passer au lien d'après, à moins que Manu, tu as quelque chose à me dire dessus. On mettra un bruit de fond, tu sais. Genre tu fais, j'ai un truc à dire, on met un bruit, et puis après on reprend, c'était génial. Et, on n'a pas su. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission, moi je suis choqué. Non, je me posais la question, du coup, ils poursuivent Meta, mais aux États-Unis ou en Australie? Parce que j'imagine que ça n'a pas les mêmes impacts. Le ACCC assigne Meta en Australie, il me semble. Et l'autre, le fameux milliardaire là, dont quelque chose Andrew Forrest, lui, il a fait les deux, c'est-à-dire qu'il a porté plainte contre Meta. Pour le coup, il a porté plainte il a porté plainte pour, comme ils appellent, criminal allegations, quoi. Enfin, je pense qu'il est parti plus sur du pénal que sur du comment on appelle ça. C'est pas public, le mot c'est civil. Du civil. Donc il a lancé en Australie une procédure pénale et aux États-Unis il a lancé une procédure civile en parallèle. Parce que bon, le mec a les moyens de le faire, donc autant en profiter. Exactement. Mais voilà. Et donc voilà. Et par exemple, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah, vas-y.
Et là, je pensais à Lena, je sais pas si ça vous parle, la photo qui est utilisée pour échantillonner en PNG, Oui. et notamment qui est très connue parce que c'est une photo de Playboy qui est souvent utilisée en traitement de signal pour pouvoir avoir les bonnes couleurs et tout. Et en fait, récemment, je crois que c'est il y a 6 mois, 1 an, Lena, justement, la personne qui est derrière la photo, qui a maintenant, je crois que c'est 80 balais, a justement porté plainte, ou du moins a fait un recours pour enlever sa photo de je ne sais plus où. Parce qu'elle en avait marre justement d'être considérée comme la première personne là-dessus. Le problème, c'est que vu que sa photo a plus de 50 ans, elle est tombée dans le domaine public, et du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, et puis il y a un petit effet Streisand aussi, c'est que Oui, en plus. bah, Lena JPEG, quand tu veux te dire je vais enlever ma photo, Oui, c'est JPEG, pas euh, PNG d'ailleurs. elle a tourné quoi. Bah, c'est ça. Je parle de la photo. On ne sait pas pour les nains. Mais du coup, récemment, elle a reposé, Oui, je vois la justement, photo. avec la même. Mais c'est ça, elle a quelque chose comme Ouais. 80 ans. Elle a Alors- reposé dans la même pose que ce poster de Playboy, là. Ouais, mais c'est là où elle abuse. Du coup, elle en joue quoi. C'est ça. On parle du gars de Nirvana, Lily. Eh bien, exactement, on peut en parler. Des gars. Non, mais tu vois, c'est le gars de Alors. Nirvana. Vas-y, j'ai dû peut-être, mais c'est le gars qui a posé tous les ans. Il a refait la même photo, Nevermind, dans la piscine, tout ça. Puis après, au bout de 20 ans, il dit oh, j'ai plus trop de thunes, allez, et si j'allais gratter un peu, quoi. Ouais, enfin, gars, en fait, t'as brandé le truc, tu t'es mis en avant pendant 20 ans. T'as sans doute même tiré un peu d'argent avec ça. Y a pas de plainte maintenant, quoi. C'est Donc ça. là, c'est pareil. La nana, elle en joue, elle repose, elle rejoue de cette image-là. Bon, si jamais c'est une frustration, et je lui accorde tout le respect de la propriété de son image, etc. Mais dans ce cas, tu joues pas sur ton image. Tu peux pas jouer sur les deux Clairement. tableaux en même temps. Mais je sais plus dans quel contexte elle a fait. Je sais pas si c'était pas justement pour je sais pas pour comment on appelle ça ouais, pour protester contre cette situation. Mais après, effectivement, il y a un effet Streisand qui est pas négligé dans ce cas-là. Effectivement, ça sert à rien de reposer parce que finalement, tu alimentes toujours l'histoire, quoi. Alors, Et j'en profite pour dernier, dire, si vous écoutez cet épisode au bureau, ne tapez pas lena.jpeg dans votre moteur de recherche d'images. C'était ma question. C'est Safe for Work. Alors, la première ligne, on trouve exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire la fameuse photo d'étalonnage qui est pour le coup relativement safe, il me semble. En tout cas, je pense que Oui, on voit que la tête normalement. la Avec partie le chapeau. découpée pour Recoupée, l'étalonnage, voilà, et ce genre de choses est recoupée. Par contre, descendez pas trop si vous êtes au bureau, quoi. Voilà, je vous préviens juste. Ça va. Mais la nouvelle, je sais pas. Ah si, la nouvelle. Ah si, ils ont refait la photo, j'ai tombé dessus avec Lena, mais c'est 80 balais. Mais c'est pareil, c'est coupé de la même façon que l'image, la fameuse image iconique. Oui, c'est ça. Voilà. Non, c'est juste qu'après on tombe sur d'autres Lena. Bref, si ça on... mal se met. C'est juste pour vous dire, si vous êtes au bureau, voilà. Note Safe for Work. Va falloir expliquer que vous êtes en train d'écouter le podcast et que c'est un sujet technique, etc. On participe amplement à l'effet Streisand qu'elle voulait éviter, du coup. Je sais pas si c'est exactement. Ah ok, j'ai trouvé la photo. Ah ouais, mais en vrai, mais du coup, l'ancienne est mieux quand même. Ah oui. En fait, elle a quand même bricolé le truc vite fait avec un chapeau de paille pas bien formé. Je pensais que c'était vraiment le même décor, tout bien, tout. Mais non, c'est quand même un fond uni derrière. Et si on continue comme ça, elle risque de porter plainte après nous. On sera pas contre nous, on serait pas dans la merde. Comme OVH Cloud versus Microsoft, dont Steven va nous parler à l'instant. Et là, pour la première fois, j'ai fait une transition qui n'est pas forcée et je suis assez fier de moi. Ouais. Ah, c'est vrai, t'es bon. Et oui, OVH sort les crocs et porte plainte contre Microsoft. Pour quelle raison? Pour toujours la même raison. Hein. Enfin, c'est l'abus de position dominante sur le marché, c'est de faire des bundles pour mixer tous les produits et entre guillemets empêcher les d'autres acteurs de fournir du service ou autre. Parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui explique la progression de Azure aussi, hein,
c'est pas qu'Azure est un meilleur produit de cloud, ça se saurait. C'est juste que comme ils avaient déjà un pied dans toutes les boîtes au travers de Office, Windows, etc., quand ils ont sorti leur offre de cloud, bah, ils ont dit à leurs commerciaux, bon bah tiens, va vendre ça maintenant, et tu réponds aux stratégies cloud des entreprises, etc. Et c'est en ça qu'ils ont cette croissance qui est aussi fulgurante sur le marché. C'est pas du tout pour avoir le meilleur produit, c'est juste qu'en fait ils ont déjà un pied dans toutes les boîtes et qu'ils sont en train de convertir tout le monde sur leurs produits que je ne jugerai même pas. C'est même pas le sujet. Le problème, c'est que en fait la plupart des autres acteurs n'ont même pas voix au marché, quoi. Et c'était déjà ce qui s'était passé à l'époque sur IE, c'est déjà ce qui s'est passé avec d'autres cloud providers, et là ils sont en train de rejouer la même chose. Donc Mais ils sont Slack fait avait déjà. déjà porté plainte. C'est un article de Presse Citron qui rappelle d'ailleurs que Slack avait déjà porté plainte à l'époque. Mm. Et à raison. Et là, donc c'est OVH qui s'élève contre ça. Et je trouve que c'est d'une courageux de leur part. Moi, je les soutiens pleinement dans cette démarche-là. On n'est pas co-signataire de la plainte et je ne parlerai pas à la place de mon collègue responsable du légal, directeur légal Guillaume Champeau chez nous. Mais en tout cas, je pense que on les soutient dans cette démarche-là parce que les gammes GCP, AWS et Azure, Microsoft sont voraces sur le marché et essaient de priver même toute innovation, tout nouvel acteur de l'accessibilité au marché. Donc voilà, ça me semble être une certaine logique. En fait, tant qu'il n'y aura pas une action, c'est un peu comme il peut y avoir pour ExxonMobil aux US, où on vient casser les monopoles et les séparer sur leurs activités, qui ont aujourd'hui un biais énorme. Hein. C'est quoi la répartition par exemple, si on prend Amazon, c'est quoi la répartition de gains entre Amazon et AWS et qu'est-ce qui finance quoi en fait? Et la conséquence de ça, c'est que quand tu as des vouchers à 100 000 $ pour faire l'acquisition des startups qui, passé la période de levée de fonds, sont un peu prisonnières parce qu'elles ont utilisé tous les services sur des API proprio, etc. et que elles se retrouvent un peu coincées de ça et que bah, étant coincées mais n'ayant plus de financement, maintenant bah, en fait tu commences à raquer et là il y en a plein qui se font soit assoiffées, soit elles sont coincées et en fait elles sont obligées de lever toujours plus de fonds pour nourrir ces trucs-là. Donc à l'échelle, si tu veux, du marché qu'ils acquièrent, les vouchers à 100 000 $, c'est pas forcément grand-chose pour eux, mais c'est un moyen de bloquer, de loquer entre guillemets tous ces acteurs-là. Ça me fait écho un petit peu à ce que fait un peu la CNIL sur les sanctions financières par rapport au fait qu'ils se permettent de ne pas respecter les RGPD et notamment j'ai des articles sur tout ce qui est cookies et autres avec des sommes monstrueuses parce qu'en fait c'est peanuts comparé à ce qu'ils gagnent quoi, à côté. Et voilà. Mais après, c'est bien que justement VH aille se battre pour l'abus de position dominante de ces entreprises-là. Et on en parlait juste avant l'épisode quand on était en train de mettre les liens, mais clairement, ils sont capables de tuer un business avant même que la société ait le temps de grossir et de devenir assez grande pour pouvoir être autonome, quoi. Ah bah c'est arrivé plusieurs fois, plein de fois. Et je pense notamment à Amazon pour le coup. Quand c'est même dans leur, c'est ça, quand c'est même dans leur culture et c'est même pas AWS, c'est Amazon. Dès que tu as un produit qui marche sur leur marché, ils vont, au lieu même d'avoir l'honnêteté entre guillemets de venir racheter la boîte qui fait le produit, ils te le copient et ils te le mettent en avant sur leur moteur de recherche. Et intrinsèquement, le résultat est le même, c'est que tu prives une personne de l'accès à son marché. Et ça, c'est un vrai souci, quoi. Bah clairement, ça c'est un vrai souci. Ouais. Et après, je trouve que ça devient tellement abusif que j'observe aussi de plus en plus de gens qui se mettent en défense par rapport à ça et qui
soit pour leurs courses, essaient d'éviter Amazon à tout prix, soit pour héberger leurs services, essaient d'aller explorer d'autres voies. Euh, Moi vraiment, hein, là depuis quelques mois, je discute avec beaucoup de nos clients et en fait, t'entends de plus en plus ce discours-là, qui est voilà, on a envie de faire participer un peu l'écosystème local. C'est comme du circuit court. Il y a peut-être des bons produits un peu partout, mais les gens avec qui on vit, c'est les gens qui sont autour de nous. Et en fait, c'est avec ces gens-là qu'on a Exactement. envie de construire quelque chose ensemble et de faire société. Et ce qui fait société, c'est quoi? C'est la culture, c'est la façon de faire les choses et c'est l'envie de travailler ensemble. C'est juste ça, quoi. Le but n'est pas d'être entre guillemets dogmatique là-dedans. Il y a des très très bons produits chez les uns comme chez les autres. Le Après, but, ça n'empêche. je crois que Quentin l'avait bien dit, c'est juste d'avoir accès au marché, c'est-à-dire qu'on soit au moins dans un tableau comparatif de solutions qui permet de dire, peut-être qu'il manque des choses à OVH, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont chez Clever, mais peut-être que OVH plus Clever ou Scaleway plus Clever Cloud, Bah, ça fait le taf, en fait. t'arrives à rivaliser au niveau catalogue, au moins sur les besoins d'un bon paquet de clients, quoi, parce que les clients qui ont besoin de l'API truc-nuche d'Amazon sur les N API, faut pas se leurrer. Enfin, 80% du marché c'est du IaaS, 20% du marché allez, 20 moins 1% du marché c'est du PaaS, et après t'as 1% c'est des API à droite à gauche. Ce qui est pas inutile, mais ce qui est pas, tu vois, c'est pas, tu peux très bien avoir ta stratégie globale chez des acteurs, prenons Scaleway, OVH, plus Clever Cloud, pour avoir, allez, ton 80-90% de ton produit qui peut tourner sur un acteur. C'est même pas souverain, c'est un acteur européen, c'est un acteur avec qui tu peux discuter, avec qui tu as une proximité, avec qui tu Mais as envie de construire quelque chose. Et pour les 5% restants, tu peux très bien utiliser tes API avec un truc à côté, quoi. C'est pas très gênant. clairement, clairement, ouais. Et ça me fait penser à, justement, on l'a pas mis dans les liens de mémoire, mais à Intel, justement, qui est en train d'investir en France, justement, pour pouvoir produire européen. Ah ouais, alors je sais pas si vous avez vu cette news-là, mais l'investissement de ouf. Euh, Ils arrivent quand même avec, je crois, que c'est 33 milliards, ce qui est très très bien. En fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que Intel là est en train de se diviser en deux boîtes. C'est qu'il y a vraiment la boîte qui fait le CPU, qui fait la gamme de CPU. Donc Ce qu'on connaît tous. pas CPU. Il y a Intel en solution produit qui fait des CPU, du stockage, du GPU bientôt, qui doit arriver, si on les reçoit un jour, qui fait voilà, des accélérateurs, voilà, c'est la boîte qui fait les solutions Intel qu'on connaît en tant qu'acheteur. Donc c'est plutôt le marché, Hardware, pour le coup. on va dire B2C, mais le C étant quand même des gens qui achètent des produits des fois entreprises. Et il y a vraiment un autre marché sur lequel ils sont en train de se positionner, qui est le marché aujourd'hui détenu par TSMC, et qui est l'activité fondeur. Et en fait, historiquement, Intel était son propre fondeur. C'est un des seuls qui est resté son propre fondeur. AMD avait lâché cette activité-là quand c'était un peu la crise chez eux, et ils s'étaient dit, bon, on se focalise sur ce qu'on sait faire, et l'aspect fondeur, en fait, le truc, c'est que ça te demande des investissements énormes à la fois pour avoir un truc à l'état de l'art, mais si en plus tu veux te maintenir, c'est de la recherche permanente qui te demande beaucoup, beaucoup de fonds, quoi. Et du coup, TSMC a quelque part récupéré tout le marché. Aujourd'hui, il reste peut-être IBM en partie. Je crois qu'IBM doit être son propre fondeur sur certains produits. Il y a TSMC qui fait la planète, globalement. Tout ce qui est plus Apple, Samsung peut-être qui sont fondeurs aussi. Je crois que Samsung, ils ont leurs propres entreprises pour fonder. Ouais, peut-être. Mais en gros, il y a pas tant que ça de fondeurs, et même AMD, qui a un très beau succès aujourd'hui, et qui crée des bons trucs, hein. Enfin, tu vois, ils ont des bons produits AMD, mais ils sont pas fondeurs, ce qui est pas grave. Parfois, il n'y a pas forcément besoin. Mais du coup, Intel se repositionne pour en fait avoir une plateforme et être fondeur, et du coup pouvoir servir d'autres boîtes. Et en fait, Intel pourrait très bien bosser, par exemple, avec Apple demain, qui aurait une stratégie, certains CPU chez TSMC, certains chez chez, Chez AMD. non, chez Intel. Et
Et donc voilà, et bah, du coup, il y aura peut-être des CPU Clever un jour. Et du coup, on aura le choix du fondeur à qui nous les fera. En tout cas, on bosse beaucoup aujourd'hui avec des gens qui nous font des designs. Euh, Et c'est du tôt coup, pour dire des noms, mais est-ce que ça serait pas les CCPU du coup? allez, voilà. Tu veux un référendum pour remplacer le CPU? Là, c'est chaud, quoi. Mais en tout cas, C'est tendu. ils arrivent sur le marché, Intel, et ils arrivent avec des ambitions qui sont quand même pas mauvaises, hein. Enfin, j'ai lu, euh, j'ai lu qu'ils attaquaient le 2 nanomètres. Ça commence à faire mal. On va commencer à parler angstrom à un moment donné. Ça, non, Et d'une, c'est pas mal. Et alors, peut-être que j'y vois aussi un certain revirement marketing. C'est-à-dire qu'avant, on disait qu'Intel était coincé je sais plus, en 7 ou 9 nanomètres. Mais en fait, un nanomètre Intel, c'était pas un nanomètre TSMC non plus. Donc, si ça se trouve, ils ont commencé à se dire, euh, puisque le marketing social, entre guillemets, c'est le nanomètre, bah allons sur le marketing. Et en fait, tu prends, tu sais, tu grossis le trait et puis tu parles sur ce qui t'arrange et puis voilà, quoi. effectivement, et en parlant de features et autres, on peut enchaîner sur le lien de Cloudflare et de leur WAF qu'ils ont sorti. Du coup, le lien que j'ai proposé, qui a été retrouvé sur Twitter, sur leur Twitter officiel, où ils publient les blog posts et tout. Et du coup, là, ils ont sorti l'offre de WAF pour tout le monde, avec par défaut, elle est active dans toutes les nouvelles zones que vous créez gratuitement. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Ils expliquent aussi que par défaut, il est configuré pour les failles récentes qu'on a eues, donc Log4Shell, notamment pour détecter les patterns potentiellement de requêtes et autres. Est-ce que tu peux, excuse-moi de te couper, mais rappeler ce que c'est qu'un Vas-y. WAF hein, pour commencer? Ah oui, bien sûr. Un WAF, c'est... je sais plus ce que c'est le W. Je le laisse sous les C'est yeux si tu web. veux. Web. Web Web Application Application Firewall. Voilà. Et c'est un firewall qu'on met devant un site web, un peu comme un proxy, un varnish ou autre. Sauf que son travail, c'est pas de faire du cache ou autre, c'est de justement filtrer les requêtes que peut faire l'utilisateur, et notamment les utilisateurs un peu malveillants, comme des robots malicieux qui chercheraient des failles de sécurité, comment se reconnecter à certains trucs, d'où le fait qu'il soit paramétré pour les CVE qui sont sortis récemment, donc Log4Shell. Il y avait une autre faille qui est Shell Shock aussi. Je la connais moins celle-là parce que j'ai pas trop suivi. Et notamment aussi parce que le web est fait de beaucoup de sites WordPress pour WordPress notamment. Tout ce qui est WP-admin et autres. Bien connu des personnes qui essayent de hacker les sites web. Et Shell Shock, c'était une faille bash, mais alors j'étais en train de me dire c'est vieux, effectivement, en 2014. C'était une faille bash qui te permettait d'exécuter du bash, bash ou Apache, enfin bref, qui te permettait plus ou moins d'exécuter du bash en faisant tu pouvais passer du bash dans des headers et ils étaient exécutés par, je sais plus si c'était Apache ou par je sais plus quel serveur HTTP quoi. je pense que ça devait être Apache, je pense. Il y a des chances. Et Je me rappelle de Log4Shell. quand on a apaché le truc. Et Log4Shell, pardon, c'est une faille de Log4j qui, lorsqu'on faisait une requête avec, comment ça s'appelle, une Ça, syntaxe c'est la particulière, même chose, mais pas sur Et WordPress, JNDI, ouais. c'est ça, sur toutes les applis Java du coup, sur Log4j. Ouais. notamment qui embarquait Log4j. Et voilà, du coup, il raconte un petit peu l'historique depuis Universal SSL qu'ils ont sorti en 2014, si je me trompe pas. Je vais reprendre l'article sous les yeux. 2014, c'est bien ça. Où ils expliquaient justement ce qu'ils ont fait. Donc en 2017, ils expliquent aussi le fait qu'ils mesurent les attaques DDoS et comment ils les mitigent. Et du coup, ils ont quelques stats depuis. Et là, aujourd'hui, l'étape d'après, c'est justement le WAF. Et du coup, pourquoi ils sont arrivés à ici. Ah, ils parlent aussi d'Ordblit, j'avais oublié cette faille SSL. OpenSSL Nowhere. Et, Bah après, il te market un peu le truc en mode for everyone, mais en réalité, c'est comme l'anti-DDoS, c'est-à-dire que l'anti-DDoS, c'est pas à la carte, quoi. C'est pas au choix de l'utilisateur. C'est que si tu le fais pas,
C'est-à-dire que un utilisateur qui déciderait de ne pas souscrire à de l'anti-DDoS, en fait, c'est-à-dire qu'il est dangereux pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu laisses passer son trafic à lui et que lui, entre guillemets, c'est un réseau, c'est un entonnoir. C'est que tu as de la bande passante d'entrée, puis tu passes dans ton backbone, puis tu passes dans ta fabrique ou ta topologie réseau, et à la fin, tu arrives sur ton Tor, et à la fin, tu arrives sur ton serveur. Et plus tu avances, moins tu as de bande passante. Et en fait, le truc, c'est que la bande passante qui arrive, si elle est supérieure à un des étages de cette pyramide inversée, ben, à un moment donné, elle bloque. Et si, en gros, toi, tu prends sur un serveur, je dis n'importe quoi, mais si tu prends 200 G de trafic, alors que ton Tor, il est en support 100 et ton serveur 10, Bah, tu ok, bloques tout, quoi. tu Tu vas satures tout. saturer ton Tor. Le problème, c'est que tu vas saturer le Tor au-dessus. Le Tor, c'est le top of rack, c'est le switch de la baie. Et si tu fais ça, c'est pas que toi qui es impacté. En fait, tu as saturé la bande passante de ton switch et donc tu as tous tes voisins de serveurs qui sont impactés ou de services. Et potentiellement même la machine, si c'est une machine qui est virtualisée et que tu as plusieurs utilisateurs dessus, tu as saturé tout le monde. On Donc sent ça veut le dire mec que qui a bossé sur l'anti-DDoS, l'anti-DDoS quand même. Hein. Ah bah évidemment. ouais, un peu, ouais. Ça sent J'en l'expérience. ai pas parlé ça encore. Oui, mais dans le cadre du WAF, du coup, finalement, si tu le mets pas en place, bah, t'es dangereux pour toi-même, mais et encore, t'es dangereux pour toi-même. Alors, J'ai peur un peu de ce je truc-là, suis de se dire, d'accord. j'ai un WAF devant, bon, j'ai une faille Log4j au niveau du code, mais c'est pas très grave parce que le WAF va m'arrêter les requêtes qui sont nocives. Tu vois Après, un peu le c'est pas truc, magique, hein. la En fausse fait, impression l'anti-DDoS, de sécurité. il a une responsabilité qui est infrastructure. Hmm. Le WAF, il a une responsabilité quand tu le rends entre guillemets global et que tu l'actives par défaut. Il a une responsabilité qui est d'assainir la plateforme. Et toi, en tant que fournisseur de plateforme, c'est entre guillemets normal de venir contribuer à ce que des attaques comme ça s'amplifient pas et se diffusent pas. C'est-à-dire que quand toi, je dis n'importe quoi, mais imagine tu as un service quelconque qui a un WAF devant. Si tu fais le choix de ne pas l'activer, et toi en tant que plateforme, c'est pas forcément ton impact, mais tes utilisateurs, eux individuellement, peuvent être impactés de ça. Donc en fait, si tu as le moyen à un moment donné de prévenir des choses, euh, parce que juste tu peux le faire, bah, il faut le faire. Tout comme les mecs qui vont aller hacker les services pour aller patcher Log4Shell, par exemple. Mais je trouve ça un peu... c'est quand même assez particulier de se dire que... ouais, je sais pas. Le fait d'aller protéger en amont au niveau du réseau les requêtes qui passent, est-ce que tu n'aurais pas ce problème-là aussi de fausse Oui, impression de complètement. sécurité parce que ton code derrière il est pourri, mais en fait les requêtes avec les payloads ne passent jamais. Et du coup, à quoi bon Ouais. patcher le service derrière, quoi. Ce qu'il faut que tu vois, ça peut être une protection qui est mise très rapidement en place lorsque tu vois, t'as ta CI qui est en train de build le patch, tu vois. Et tu sais que t'es entre guillemets un petit peu, bah tu mitiges vachement le truc en fait. Moi, je vois plus comme un mitigeur que un vrai fixe. Non, mais on est d'accord que ça n'empêche pas la responsabilité de se dire derrière, il va falloir que j'aille patcher, il va falloir que je mette à jour. C'est indispensable. Mais le temps que tu mettes à jour, ben, tu fais quoi? C'est ça. Je vois ça comme ça. Sachant qu'en plus, ça te Sur vire du trafic. l'anti-DDoS, t'as même pas le choix. T'as rien à faire. Bah, C'est ça, juste que quand tu je vois finis que une attaque. parmi les exemples, il parle de Shell Shock qui est de 2014, je me dis que les mecs ont eu le temps de patcher quand même. Mais tu verrais le nombre de serveurs qui ont des uptime, qui ont plus de 2 ans d'uptime, qui ont jamais reboot. Et là, tu fais, bah, je pense que si t'arrives à très rapidement faire ça, Après, c'est attention, hein. que t'as du monde qui va avoir des vrais vieux serveurs. Là, c'est du marketing. Hein. Quand Cloudflare te dit on fait le WAF pour tout le monde, en fait, ils ont une sorte de profil par défaut avec 2-3 règles, dont Log4j, enfin Log4Shell, dont Shell Shock, etc.
Bon, c'est du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, c'est du modèle un peu freemium où si tu veux les autres trucs de sécurité par type de profil d'application, par exemple, si tu as un Joomla, si tu as un truc, si tu as un machin, là, ça devient payant. Et en fait, c'est presque de la pub qui se font sur, regarde, t'as vu ce que tu pourrais avoir si tu allais acheter ça? Mais regarde, les profils gratuits quand même, par défaut. Et comme tu dis, c'est des vieux trucs. Par contre, ce qu'ils te font pas gratos, c'est tout ce qui concerne les attaques sur lesquelles tu pourrais être concerné avec des patterns de trafic qui sont identifiés pour ces solutions-là et pour lesquels, si tu payes pas, tu l'as pas, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais si tu as un WordPress, tu sais que les URL d'un WordPress, ça a une certaine forme. Ce que tu vois dans les attaques de niveau 7, des fois, c'est des gens qui, avant de te faire du ransomware, te font du DOS web, c'est-à-dire qu'ils te floudent de contenu en te disant paye machin, et c'est ça, c'est la requête qui t'envoie ça, c'est paye sur cet compte si tu veux ne plus recevoir ce genre de requête. Et tu reçois ça en flood permanent, qui sature ton site web, tu vas voir tes logs et tu dis où tu vois ça, et tu dis ah ouais d'accord. Et du coup, si tu sais te dire quel est le pattern d'utilisation que tu as de ton appli et dire que les flux comme ça ne passent pas, bon, bah tu as résolu un peu le truc. Mais ça, c'est payant. Ah oui, d'accord. Ils sont forts. Exactement. Ils sont très très forts. Ah oui, ils sont très bons. Après, ce qu'ils font là, on est en train de le faire dans Sozo. Ce qu'ils utilisent pour faire ce truc-là, c'est un mécanisme de filtre avec du Wirefilter qui va donner une syntaxe à la Wireshark pour filtrer des choses. Et nous, sur Sozo, c'est des choses qu'on est en train de faire, de pouvoir justement avoir un moteur de filtrage dans un contexte utilisateur et lui donner la main pour venir faire des choses. Exactement, donc, ouais. On s'est fait un peu doubler, mais bon, j'ai un peu plus de moyens. Mais on arrive et on va être capable de fournir un peu la même chose. Exactement. Et ça fait suite sur Sozo au fait que du coup le but c'est d'intégrer des modules Wasm et notamment des modules Wasm comme lib redirection IO qui justement fournit après en plus de ces trucs-là de WAF et tout, de quoi du routage supplémentaire. Tu serais pas en train de teaser la roadmap là, Florent? Elle est publique. La roadmap est publique. Si jamais vous voulez aller voir, on a passé un peu de temps à tout trier, les issues et tout, pour pouvoir les mettre dans des milestones et tout. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. C'est sur GitHub, Clevercloud Sozo. Non, c'est Sozo Proxy et Sozo. Il y a deux GitHub. Mais je pense qu'on va faire un merge des deux, histoire de comment ça s'appelle, de rendre ça plus visible. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, du coup, on est arrivé à la partie roadmap et machin. Roadmap, release et tout, avec le petit milestone de Sozo. Et on s'est dit que cette fois-ci, dans cet épisode, on allait faire une petite partie release. Parce que j'avais pas mal de liens qui sont passés. Et notamment, en ce moment, je sais pas si vous avez suivi un petit peu dans l'environnement Linux, il y a Gnome 42 qui va bientôt sortir, et là qui est sorti en release candidate, la première. Et c'est avec un lien de 925 Linux que j'ai proposé, et notamment qui permet d'aller creuser un peu plus loin pour ceux que ça intéresse, et notamment qui apporte pas mal de choses. Donc dans Gnome 42, il faut savoir qu'ils ont ajouté toutes les applications qui sont citées sur apps.gnome.org normalement devraient ou le sont déjà passées sur libadweta et GTK4 avec justement le support du mode sombre et les nouvelles animations et autres. Sachant qu'ils ont fait un énorme travail sur Gnome 42 sur l'amélioration des perfs sur Wayland et via Mutter. Et vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Ils arrivent à gagner en fluidité, notamment dans toutes les animations et tout. C'est assez dingue. Je vous invite à aller tester via GNOME Noxies. Mais que sur Wayland ou sur Xorg aussi? Pour moi, j'ai suivi que sur Wayland. Non, mais X, c'est mort de toute façon. Le futur, c'est Wayland. Ouais, sauf qu'il faudrait que Wayland n'est pas encore arrivé complètement non plus, quoi. On est vraiment le cul entre deux chaises, là, quand même. Là, ça fait quelques années que je suis sur Wayland sans problème.
Non, mais oui, bien sûr, si tu veux pas faire de partage d'écran, si tu veux pas. Je J'ai sais du pas, partage d'écran, messieurs. Ouais, il y a plein de trucs en Sur web, Discord. Bon, d'accord. putain. mais c'est arrivé récemment. Et en trollant, moi j'ai hâte de voir la réécriture de Wayland en Rust par un mec qui se sera énervé, qui aura appelé ça Rayland. Ouais, Mais, euh, mais du coup, voilà, donc ouais, Genome 42 qui est censé sortir à la fin du mois, il me semble. Donc, je Quand vous tu dis invite ils à ont aller faire. amélioré la perf, c'est en fait sa perf normale ou du coup ou c'est énervé. Oui, il faut savoir que Steven vient de Enlightenment et où il pouvait tout configurer et Non, tout, et pour lui, Genome, c'est. je viens pas, j'utilise Enlightenment, mais quand tu as utilisé Enlightenment, tu peux utiliser rien d'autre. Quoi. C'est pareil, non. Enlightenment, depuis qu'ils ont arrêté de faire une interface dorée, c'est plus intéressant. Hein. Bon, Parce attends, que ça ça, c'était c'était le la belle thème époque. des années 2. C'était C'était, Golden. ça c'est non, c'est le thème Bling. Ah, C'était c'est vrai. revendiqué, ça s'appelait Bling. Ouais. Mais c'était, je crois que c'était le thème de la release de E17. Ouais. Mais là, on est à E22, tu vois, ou 23 même. 24 peut-être, attends. Moi, ce que j'attends, c'est que tu t'énerves violemment sur Exerbo et que tu paquettes Enlightenment. Que Et dalle. là, Je vais aller sur Arch surtout. En fait, Et du coup, mais ce que alors pour l'histoire, j'ai compilé Enlightenment pour Exerbo, donc je l'ai, mais, mais il faut le back en mode soft parce que j'ai un problème d'OpenGL, je sais pas quoi, et j'ai essayé la flûte d'aller réparer ce truc-là, tu vois. Donc, par contre, c'est la qualité d'Enlightenment, c'est que quand il faut fallback en software, il sait faire. ça, Il c'est s'écroule beau. pas lamentablement comme d'autres trucs. Ah, mais as-tu testé Genome avec un pilote Nvidia et branché à un écran avec un Non, port non, USB type C? non. Bah, j'ai jamais réussi parce que mon Qui aurait laptop pour idée crash. de mettre un Nvidia sur un laptop moi, je prends Euh, du Intel avec du driver Intel en Mm. graphique, il n'y a rien qui marche mieux. euh, Après, je suis pas un gamer. Donc, après, Et on n'est pas là non plus. pour la petite histoire, d'ailleurs, tu parlais de libadwaita. Oui, Et en fait, pour l'histoire, Adwaita, depuis quelques versions de Genome, c'est le nom du thème par Ouais. défaut de Genome Shell. Et le thème de toutes les applications GTK3 de base, quoi. Donc voilà, c'est le thème officiel Genome Shell. Ils en ont un autre chez Ubuntu, mais celui qui est officiel géré par Genome s'appelle Adwaita. Et quand ils ont réécrit, quand ils ont fait GTK4, qui est donc arrivé dans Genome 41, et puis tout ça a été amélioré dans Genome 42. Ils ont réécrit une bibliothèque qui s'appelait libhandy, qui est un peu qui était la lib de tout ce qui était un peu visuel, qui va gérer aussi tout ce qui est handicap, à pouvoir définir Accessibilité. des gros contrastes, etc., l'accessibilité, ce genre de choses. Et donc, ils ont, en fait, comme ils avaient déjà Adwaita qui était leur, comment dire, un peu Leur les thème. images, les couleurs et leur thème, qui était capable de gérer justement tout ce qui était accessibilité, quand ils ont refait en GTK 4 la lib Andy, ils l'ont appelé lib Adwaita, qui est en fait, globalement, maintenant, c'est si vous voulez faire quelque chose qui ressemble à du GTK, vous avez juste à appeler la lib Adwaita et ça va vous fournir tout ce qu'il Tous les faut en composants. termes de composants visuels, d'effets, de fonctionnalités, de cohérence, quoi. Exactement. Et ils sont grave énervés au niveau design et tout. Et ils ont épuré en plus le design d'Adwaita, le thème. Du coup. Et, après, j'avais vu que au final, KDE, année après année, était devenu plus léger et plus perf que Genome. Et ça m'a fait marrer parce qu'à l'époque c'était l'inverse. Genome c'était un petit truc un peu léger, tu vois, Genome 2 C'est clair. et KDE c'était quand même l'usine à gaz. Et après je sais qu'il y a Make qui a continué à avancer dessus. après le passage en Genome 3. Mais là Genome, c'est bon. Peut-être Cinnamon aussi comme fork de Genome 2, ouais. Qui est utilisé par Linux ils ont Mint, je pris crois des aussi. licences quand même. Ouais. Bah, c'est eux qui développent Cinnamon. Il me semble.
Mais Mate est resté dans l'ancienne expérience vraiment de Genome 2. Et je pense qu'ils resteront là. Enfin, un truc très très simple. Un peu comme tu sais, XFCE, LMDE, genre de truc. Mais Cinnamon, ils ont quand même. Enfin, pour moi, ils prennent une distance par rapport à ça et ils essaient de policher un petit peu plus l'expérience, quoi. Mm. Et j'ai découvert pour ma sortie d'OS6 là qu'il y avait plein de nouvelles distribs, puis plein de nouveaux trucs en fait. Hein. Ah oui, il y en a plein qui sortent. Ouais. J'en ai découvert encore une ce midi qui s'appelle Xerox Linux ou Zero Linux. C'est pour dire, elle est basée sur Mais Arch. Rien tout à ça voir ne avec vaut pas Xerox. Rebecca Black OS. Zero Linux, pardon. Ouais, je sais pas. Mais tout ça ne vaut pas Rebecca Black OS. Rebecca, je ne connais pas. Qu'est-ce donc? Qui était, je suis même pas sûr que ça existe encore. C'était à la grande époque de Rebecca Black, là, la chanteuse qui chantait Weekend, machin, tout ça là. Weekend, je sais pas quoi là. Ouais, bref, Laurie on la met. Non, mais une américaine. Bref, vous reconnaîtrez. On parle de 2000, entre 2010 et 2012, tu vois, un truc comme ça. Et des gens qui avaient fait un Ubuntu Themé Rebecca Black pour essayer d'attirer un peu les jeunes générations et enfin tu vois pour essayer de faire de la pub pour le bureau Linux parce que 2012 c'était l'année du bureau Linux bien sûr. Du coup qui avait fait un Rebecca Black OS. Je sais Mon pas si Dieu. on peut trouver des. Putain, on n'arrête pas le progrès. Et globalement c'était juste un thème Ubuntu quoi. Ah, je trouve ça merveilleux. Et il est présent sur DistroWatch. Hein. On dirait un peu ReactOS. Il y a un mix de KDE et de ReactOS. C'est rigolo. Et alors, attends, c'est qui Non, mais ça Rebecca existe Black encore en fait. J'ai l'impression que les gens continuent de. Ouais, globalement, en fait, ils réappliquent juste le thème sur un truc existant, donc c'est pas très compliqué de faire une release automatisée. Ouais, mais ils ont pas leur propre repo. Enfin, peut-être. Ah non, pour c'est le thème. vraiment un thème. Mais c'est vrai que sur DistroWatch, le Rebecca statut est Black OS actif. is a Debian-based live distribution which can be used to run Wayland desktop sessions. Comme quoi, c'est à jour. Hein. Putain, C'est le futur. Rebecca Black OS, c'est le futur. Mais pourquoi on peut pas tourner Clever dessus, franchement? Ça serait vachement plus stylé quand même. Et the distribution was and remains one of the only Linux distributions to run a Wayland session from Live Media. Donc c'est des gens qui, voilà, non seulement ils avaient fait un thème, mais c'est apparemment du Wayland. Du web-based. On vous mettra le lien Rebecca Black OS si vous voulez. Dans la description, si vous voulez cliquer. L'installer. Après, des fois, tu sais, pour que ce soit vivant, il suffit d'un mec un peu perdu dans sa vie. C'est clair. Ah là là. Et j'ai oublié aussi dans les petites news, parce que là je viens de voir, parce que j'ai une petite to-do list des choses, des points abordés pour ma news, c'est qu'ils ont aussi il y a le Fingerprint qui refait son apparition dans les settings. Voilà, je tenais à cocher cette case de ma to-do list. Et du coup, on va pouvoir parler d'une nouvelle release de TanTV, mais ce coup-ci, c'est Steven qui va en parler. TanTV 017. Ah bon, c'est moi? Oui, on avait le même lien, et du coup, j'ai dit que c'est toi qui en parlais. Ok, très bien. Et bah ouais, TanTV, en fait, c'est un projet qui est très inspiré de Lucene. Je sais pas si ça vous parle, Lucene. Oui. Lucene en français, peut-être. Ouais, je croyais qu'on disait Lucene, moi. Ouais, L'algorithme Lucene, de full text search, de recherche texte complet. C'est ça, une libre d'indexation. Et en fait, la différence avec Lucene, c'est que c'est implémenté en Rust. Et en fait, les améliorations de perf par rapport à Lucene sont quand même très très significatives. Et en fait, les gars qui sont derrière ce projet-là, notamment Paul, a monté une boîte qui s'appelle QuickWit, qui vise à faire un moteur de recherche qui utilise TanTV, mais ils ont un peu modifié TanTV. C'est pas un TanTV exact. Mais là, la version 0.17, on voit qu'elle ajoute les agrégations compatibles Elasticsearch et ils sont en train d'ajouter quelques autres petites choses.
mais j'ai l'impression d'y voir une sorte de merge, c'est-à-dire que leur fork de Tantivy doit être en train de rattraper de se remettre dans la lib d'origine, ce qui fait que Il recontribue upstream. C'est ouais, et beau. puis ça risque de remerger, ce qui va être bien. Et du coup, j'en profite pour aussi parler de QuickQuit, parce que c'est très intéressant comme projet. QuickQuit, c'est en fait une sorte de Elasticsearch, mais pour du cloud, quoi. C'est-à-dire que les index et les données sont gérés sur de l'object storage, et il gère pas de fichiers en propre. QuickQuit, en fait, son rôle, c'est d'être stateless et d'être sans état et de tout gérer sur l'object storage. Et malgré ça, ils arrivent à des perfs qui sont quand même très très intéressantes, mais à un coût qui est en fait je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'ils divisent par 10 en fait le coût par rapport à une solution d'indexation classique, quoi. Et là, ils ont levé un peu de sous, donc c'est bien, et puis ils vont pouvoir se développer et puis améliorer un peu Parce leurs que produits, parce que sachant qu'aujourd'hui ils sont en phase très préliminaire et l'interface de query est encore un peu balbutiante, mais je pense que si j'étais eux, j'irais taquiner un peu l'interface de query élastique. c'est ce qu'ils ont commencé à faire pour le coup, hein, parce que justement ils expliquent qu'ils ont la même API d'agrégation que celle d'Elasticsearch. Donc quelque part, Bah ça, ouais, c'est pour ça qu'ils sont en train de le mettre dans Tantivy, je pense, c'est que à la fin, ils vont pouvoir utiliser Tantivy pour exprimer des requêtes compatibles élastiques. Le but, je pense, c'est pas d'être un clone d'Elastic, c'est même au niveau query, c'est d'avoir un niveau de compatibilité suffisant pour que les gens qui l'utilisent puissent à minima s'y retrouver sur des cas d'usage un peu simples, je pense, mais ce qui donne déjà des premiers cas d'usage intéressants pour QuickQuit. Et je sais qu'ils ont bossé aussi sur le fait de pouvoir déporter les index en fait dans ClickHouse, parce que ClickHouse c'est pas méga très très bon sur ces index secondaires. Et en fait, du coup, tu peux utiliser QuickQuit, un index secondaire d'une table ClickHouse. ouais, c'est pas mal ça. À un coût, du coup, assez intéressant, puisque c'est juste de l'object storage que tu stockes. Et Non, dans c'est vraiment intéressant. Enfin, on est très en avance de phase, hein. Ils sont encore en train de construire la plateforme, et il y a plein de choses qu'ils ont identifiées sur lesquelles ils sont en train de bosser. Mais ça va quand même permettre à terme d'avoir des services d'indexation qui sont quand même très très efficaces d'un point de vue ratio coût-perf, quoi. ouais, clairement, ouais. Et après, moi la feature que j'adore dans leur blog post qui est mise en avant vraiment avec un énorme titre, c'est le badge Tantivy que tu peux mettre sur ton Redmi. Ils ont un titre gigantesque pour ça. Je trouve ça génial. Oh voilà, je tenais à le dire. Et du coup, pour continuer la petite suite de release, alors là, c'est la release 373 de Trino. Et pour savoir, ils font pas des releases qui suivent Silver, et ils ont des versions qu'ils incrémentent. Et ça venait de Presto à la base. Et du coup, en fait, dans cette release, ils ont ajouté pas mal de choses qui sont notamment des choses assez intéressantes, donc notamment au niveau des connecteurs. Donc par exemple, là, j'ai sous les yeux, j'ai le connecteur Asberg qui peut accéder à faire du S3 via on peut configurer le proxy HTTP pour pouvoir accéder à S3. Plein de petites choses comme ça, mais des features dont on a eu besoin, je sais, avec Clever. Pour le coup, j'ai dû implémenter, qui sont pas hyper simples à mettre en place la première fois. Donc on débarque un peu dans le sujet. Pour Ouais, rappel, vas-y. on le dit régulièrement, mais enfin, on en parle régulièrement de Trino globalement dès qu'il y a Florentin dans un épisode, on parle de Trino. Mais Trino, donc c'est un outil qui vous permet d'avoir une interface SQL devant une tonne Deux choses. une tonne de choses. Alors ça peut être du PostgreSQL ou du MySQL ou du Oracle, enfin voilà des trucs classiques, mais ça peut être du Mongo, ça peut être du Kafka, donc plutôt des bases de données, enfin plutôt pas des bases de données, mais des brokers de messages, devant du Google Sheets, devant du Cassandra, donc devant
Vraiment beaucoup de choses, du S3, du... Je suis sûr qu'on peut mettre devant du CSV aussi, plein de Ouais, choses, du probablement. SQLite et des choses Bah, comme ça. c'est tout ce qui est une vue table en fait, principalement, C'est ça. ou qui est matérialisable en table. Et je viens de voir qu'ils ont sorti la version 374 au passage, donc c'est Bah, ils l'occasion. ont une version par semaine, hein, donc Oui, mais je viens de voir ça, tu vois, je Mais pensais que c'était voilà. beaucoup Et plus. si je dis pas de bêtises, ça vous permet aussi d'agréger différentes sources derrière les mêmes requêtes, non? C'est exactement Euh, ça. On peut c'est faire ça, une faire des requête jointures. SQL Ouais. et elle va venir joindre en fait différentes data sources. Ouais. Donc elle peut aller query dans du MongoDB, dans du PG à côté et ressortir le tout dans une seule requête. Un seul C. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut le brancher sur du Pulsar, par exemple, qui est dispo à Clever. Placement produit. Et du coup, on peut avoir l'équivalent d'un, si je dis pas de bêtises, d'un Kafka SQL. Non, c'est quoi SQL? Où on peut voir les lignes arriver et tout, c'est assez sympa. Et je sais, après, ça demande 2-3 prérequis au niveau du Pulsar, mais c'est plutôt cool. J'aime bien cette feature. ouais, c'est ce qu'on appelle la query fédération, ce que tu évoquais. Mais voilà, Et, et en fonction de devant quoi on le met, ça va plutôt être utilisé pour de la data vis ou des trucs comme ça, plutôt que pour de la prod. Parce que de Oui. mémoire, quand tu es devant un énorme topic Pulsar, comme tu n'as pas d'index, bah, les requêtes SQL peuvent prendre un petit peu de temps. Mais Si je me souviens bien. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on installe du Trino, du coup, il faut avoir des machines avec beaucoup de RAM. De mémoire, ça modélise en RAM les données avant de les renvoyer, histoire de pouvoir les agréger propres et les renvoyer structurés. tu as des index. Hein. Tu n'es pas obligé de full scan ton topic. Tu peux utiliser Oui. des index côté Pulsar et tu peux. En fait, ce que tu n'as pas facilement côté Pulsar, c'est l'indexation dans le temps. Donc, ce qui est plus délicat, c'est de dire est-ce que je peux consommer 20 minutes de données, les 20 dernières minutes. Ouais. Mais tu l'as dans Bookkeeper. Donc, peut-être qu'on pourrait le faire. On pourrait faire un truc exactement. Peut-être qu'on le fait. Peut-être qu'on le fait. mais Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut taper du SQL dans l'apps? Ah oui, exact. Ce qui nous fait une belle transition pour le lien de Manu. Ouais. Est-ce que l'apps supporte le SQL? Alors, l'apps, il faut le comprendre, LAPCE, hein, pour les gens qui nous écoutent. C'est un nouvel IDE qui a commencé, je crois que la V001 date de décembre dernier, donc c'est vraiment tout frais. Donc il y a une nouvelle release qui est la V0011, donc en pré-alpha, c'est encore tout récent là. L'idée de l'app, c'est que c'est un nouvel IDE qui est créé en Rust, donc plutôt optimisé pour la perf, hein, pour charger rapidement, contrairement à votre VS Code blindé d'extensions qui met 15 secondes à se charger. Bon, l'avantage, c'est que étant en pré-alpha, il a une extension pour l'instant. En Rust, enfin pour faire du Rust, quoi. Mais je pense que c'est un projet qui peut être intéressant à suivre. Vraiment, l'interface enfin, quand on vient de VS Code, elle est pas du tout perturbante parce que on a la même interface globalement avec les menus à gauche, un gestionnaire de version avec comme on peut avoir dans VS Code, on voit je sais pas si les fichiers ont été modifiés ou pas, si on doit les ajouter, l'état, si on doit mettre un message de commit, etc. On a une petite place en bas pour la partie terminale. Et la petite subtilité par rapport à VS Code, c'est que en gros, il y a du modal editing. Alors, grosso modo, c'est du Vim directement dans votre IDE. Donc ça supporte Vim. Comme le disait Julien, je sais pas si ça supporte toutes les features, mais grosso modo, on n'est pas trop paumé quand on utilise quelques features de Vim. Je suis pas allé trop creuser dedans, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont fans de
VS Code avec l'option Vim pour pas être trop paumé voilà, quand ils sont dans leur éditeur plutôt que sur un Tu veux serveur. préciser le modal editing peut-être pour. Ouais, modal editing, en gros, c'est qu'on a différents modes comme dans Vim, où soit vous avez un mode commande, un mode normal, le mode visuel, le mode insert. Tout ça fait qu'en fonction de dans quel mode vous êtes, vous allez un peu, comment dire, vous êtes plus efficace dans chaque mode plutôt que plutôt que d'être dans un mode unique comme par exemple un VS Code classique où vous avez tendance à passer assez vite notamment avec la souris pour aller faire des modifications particulières. Là, l'avantage, c'est que en fonction des modes dans lesquels vous êtes plus efficace pour aller sélectionner du texte ou insérer du texte ou taper une commande, par exemple. En fait, globalement, votre clavier va réagir différemment en fonction du mode. Si vous êtes en mode insertion, vous appuyez sur J, vous allez écrire la lettre J. Si vous êtes en mode, il s'appelle normal dans Vim, qui est le mode un peu de commande, quoi. Si vous tapez J, par défaut, en fait, ça va descendre d'une ligne parce qu'ils ont décidé que voilà. Et donc, vous pouvez ensuite remapper comme vous voulez, mais en fait, tout votre clavier devient chaque touche de votre clavier peut faire une action sur le texte pour sélectionner, pour se déplacer, pour supprimer, ajouter, voilà. Et quand vous êtes en mode normal, vous ne pouvez rien écrire. En fait, vous n'allez pas écrire dans le document quand vous appuyez sur les touches. Et il faut passer obligatoirement en mode insertion pour pouvoir écrire, ce qui est un peu bizarre la première fois. Parce qu'on se dit, on s'attend. On a un truc devant nous, on tape et ça écrit, quoi. Et qui en fait est beaucoup plus. Moi, je trouve personnellement que une fois qu'on a un peu appris à l'utiliser, on devient effectivement beaucoup plus efficace. Et ça nous évite d'enlever les mains du clavier. Ouais, Alors on est moins efficace avec la souris à côté. Mais il y a un temps d'apprentissage quand même. Hein. Faut pas se mentir. Un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une blague qui est la première fois que tu rentres dans Vim, comment t'en sors? C'est pas pour rien. Vous avez testé un peu? Alors, moi, je viens de tester et il se trouve que quand j'essaie d'ouvrir un dossier, il accepte toutes les touches sauf la touche R. Je n'arrive pas à taper R et du coup, je voulais ouvrir le dossier projet et là, je tape P et je suis bloqué. Je peux faire le R majuscule, mais je peux pas faire R minuscule et je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas si vous avez le même problème. Issue, du coup, dans l'écho. Je ne sais pas si vous avez le même problème. J'ai eu le même problème sur une accolade. J'ai fait un fort truc, parenthèse, accolade, et là, j'ai certains caractères qui passent pas, je crois. Mais par contre, comme tu dis, ça s'ouvre, la promesse est là, hein, c'est du lightning fast, c'est instantané. Moi, je trouve qu'il y a des fondations qui sont quand même plutôt intéressantes. C'est-à-dire que tu sens que c'est pas un projet week-end qui est un peu fait en surfant sur le côté genre allez, je t'ai fait un VS Code en Rust. C'est pas que ça. Il y a vraiment le côté tu vois, l'aspect modal sur lequel ils se disent ok, comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a des plugins en WASI, c'est-à-dire c'est du Wasm, architecture WASI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait n'importe quel langage qui target du Wasm, Wasm WASI va être éligible à être intégrable en tant que plugin. Donc ça permet quand même d'avoir une diversité des contributions et contributeurs au travers de l'IDE. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était intéressant? Il y a le côté batteries included, remote développement, c'est déjà intégré. On sent que c'est préliminaire, c'est très tôt. En termes de plugin, je crois qu'il supporte que Rust, mais c'est hyper prometteur et il y a. En fait, c'est comme tout, tu vois, tout ce qui est aujourd'hui refait en Rust. Le truc, c'est que t'as une telle marche à l'entrée de se dire je fais un projet en Rust, certains c'est pour apprendre, mais la plupart des gens qui démarrent des projets, c'est pour dire allez, comment on repense un peu ce truc-là aujourd'hui, et ça amène tout un tas, c'est comme RipGrep, c'est comme tous ces projets-là qui font qu'aujourd'hui tu arrives avec une proposition de valeur qui amène quelque chose, comme VS Code en son temps, hein, comme VS Code, quand VS Code est arrivé, c'était un peu l'IDE léger, modulaire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, VS Code, c'est plus trop léger. Bon,
quand tu mets quelques plugins dedans, le truc, à la fin, tu sens un peu le poids derrière, quoi. Et là, bah, le fait de l'avoir en Rust, et en plus avec des extensions WASM, fait que quel que soit tu peux le faire en TypeScript, en ce que tu veux, ou en AssemblyScript, ou en Go, ou en je ne sais quoi. À la fin, ton truc, c'est du WASM, et ça va avoir une sorte d'enveloppe de perf, si tant est que ce soit correctement développé, c'est pas magique non plus, mais qui fait que même avec des plugins, ça va rester correct, quoi. Tu vois, ça risque d'être quand même cohérent dans le projet perf de perf. Et je trouve que le projet, il démarre vraiment bien, avec des fondations qui sont vraiment saines, avec une proposition de valeur qui est là et qui est différente. Typiquement, tu vois, ils te disent la coloration syntaxique, bah, plutôt que d'avoir des trucs regex-based, etc., ils ont fait un truc par arbre. Et j'ai testé sur du code Go, par exemple, ça marche bien. Tu testes sur un autre truc, je pense que ça doit marcher aussi. Et c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est aussi cohérent dans le projet, c'est que c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus léger. Et non, je trouve que je vais essayer de le tester sur un vrai truc, voir un peu ce que ça donne, mais je trouve ça assez encourageant. Il y a des trucs qui sont déjà là, qui sont bien, tu vois, typiquement sur quelle branche de Git t'es, et c'est déjà apparent. Ouais, c'est vrai qu'on C'est on voit quand encourageant même comme projet. l'influence VS Code à mort, je trouve. Puis après, c'est assez joli, mine de rien, pour un tout début de projet. Ça a déjà une interface qui a de la gueule, quoi. Mais Ouais, effectivement, tout en étant quand même simple, hein. Je trouve que c'est pas encore trop léché, mais hmm. faut être honnête, hein, ils te le vendent aussi en pré-alpha stage, quoi. Donc Ah ouais, oui, c'est pour ça que c'est assez euh, impressionnant. Ouais. ça a de quoi grandir. C'est assez Je impressionnant. trouve ça pas mal, c'est joli. Après, Allez. c'est pas encore full featured, Et mais ça marche. Non, mais ça marche sur Linux, Windows et Mac. ouais, il y a ça aussi. Exactement. Sachant que du coup, on peut passer au lien qui suit, Ouais, qui est je sais pas Conti comment se tu vas fait faire péter après ça. par Manu. J'ai fait la transition là. Voilà, transition parfait. Donc Conti, c'est un groupe, ouais, c'est un groupe de hackers russes qui font ce qu'on appelle un ransomware as a service, un RAS du coup, et qui est assez connu pour avoir pété, je sais plus quelle boîte qui était assez grosse. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont des partenaires qui utilisent leur service de ransomware, et dont un partenaire ukrainien qui, le jour où Conti a déclaré son soutien à l'invasion ukrainienne par la Russie, a décidé du coup de leaker près de 400 fichiers de l'organisation, ce qui est du pain béni pour énormément, notamment de chercheurs en cybersécurité. Et parmi tout ça, ils ont leaké du coup des conversations de chat interne, de la doc, des softs internes, des rootkits, etc., des toolkits, sachant que du coup, il y a des gens qui se sont amusés à aller regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans pour savoir comment ça fonctionnait un groupe de hackers russes, et est-ce que ça a gagné assez bien. Et en fait, ce qui se rend compte, donc là c'est un lien du Washington Post, donc plutôt presse généraliste, on va dire. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, en fait, ça permet de voir comment tout ça fonctionne. Et notamment, ils sont allés dépiler les chats des différentes organisations internes. Donc on se rend compte aussi que Conti, en fait, c'est un truc qui est hiérarchisé. C'est une boîte en fait. Hein. C'est vraiment, c'est une structure d'une boîte classique avec une hiérarchie, avec des gens qui rendent des comptes. On se rend compte que la plupart des conversations en fait dans les chats sont chiantes. Ils se demandent s'ils ont le Covid, est-ce qu'ils ont des problèmes de connexion, qu'ils ont perdu la connexion quand ils font des visios, enfin des trucs assez classiques. Ils apprennent aussi que du coup, en fait, un hacker, on va dire au bas de l'échelle, ça gagne entre 1500 et 2000 $ par mois, ce qui est pas forcément trop mal pour un travailleur en Russie. Russe. Ouais, voilà. Mais Est-ce qu'ils publient leur roadmap et ils veulent s'introduire en bourse?
Ouais, non, mais c'est ça, hein, mais ils se rendent compte aussi que, bah, typiquement, quand t'es un manager dans un truc comme ça, bah, tu peux te faire pas mal de blé. Par contre, quand t'es le hacker, eh ben, t'as pas forcément une part du gâteau quand tu viens de faire un exploit, quoi. Donc ouais, c'est assez curieux comme leak. Euh, mais plutôt intéressant. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil à l'article, c'est assez rigolo. Bah, ce qui est drôle, c'est que l'article te montre la division dans le conflit ukrainien. Et en fait, tu, tu sais pas si l'article est en train de te dire, regardez, il y a les gentils contis et les méchants contis. T'es dans un contexte où quand même bah, l'activité de conti, c'est de la piraterie, quoi. Mais de bas étage. Regarde, il y a les méchants méchants et il y a les méchants pas trop méchants. Moi, ça me fait penser à deux autres trucs. Le premier, c'est un bouquin que j'avais lu il y a des années. C'est un truc un peu SF fantastique qui se passe en Afrique du Sud, écrit par un auteur ou une autrice je crois, sud-africaine, où l'héroïne, son boulot, c'est de faire le scam, vous savez, le scam africain là, avec le prince nigérien là. Le scam classique de pour quitter mon pays, il faut que je mette la main sur. On a eu un petit On a freeze, perdu je crois. Julien. On parle. Oui. Vous m'avez perdu? C'est bon. Je sais pas si c'est. Non, ça ne bouge pas. Oui, c'est juste ça a Julien, frisé chez moi t'as aussi. besoin. C'est Juju qu'on a perdu, je crois. Et Moi, ça je tombe vous ai bien parce perdu. qu'on parlait de freeze et tout chez dans la news. Et ben, on est en plein dedans. Se trouve c'est Conti qui est en train de nous hacker directement. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ouais, Mais oui, on t'entend. Oui, Tu parfait. peux y aller. Où est-ce que j'en étais? Donc oui, un bouquin, bref. Et en gros, l'héroïne, elle bosse pour un groupe qui fait ce genre de scam. Enfin, le truc classique, en fait, son boulot, c'est elle va au bureau le matin et elle répond à des mails. Et pour arnaquer les gens. Et c'est extrêmement... enfin, tout le reste de l'histoire est assez cool, il lui arrive plein d'aventures, mais finalement son boulot qui est de faire des scams et d'arnaquer des Européens pour leur tirer de la thune en se faisant passer pour une orpheline, je sais pas trop quoi. En fait, c'est juste chiant à mourir quoi comme boulot. C'est son boulot quotidien quoi. Et il y a ça, et j'avais entendu une émission ou un podcast aussi de quelqu'un qui s'était demandé mais combien ça paye d'être vendeur de drogue, et qui effectivement de la même façon, bah, quand tu as le type dans la rue qui vend 10 grammes de cannabis, de cocaïne, de je ne sais quoi, enfin, quand je dis 10 grammes, je m'y connais absolument pas, hein, comme vous pouvez le voir. Bref, qui vend au gramme, etc. En fait, tu es payé moins qu'un SMIC, quoi. Et que bah, c'est comme partout, quand tu montes dans les échelons, c'est là que tu commences à te faire du blé, quoi. J'avais entendu que même le petit dealer de rue, il touchait pas mal, quoi. Bah non, je t'enverrai le lien vers le podcast en question si je le retrouve, où il y a en fait parce que oui, des gens comme Vauquier ou je ne sais qui balancent des trucs comme ça parce que ça fait réagir et ensuite ils parlent de sortir le Karcher et ce genre de choses parce que politiquement ça fait bien. Et en fait non, il y a un type qui s'est dit bah tous les politiques parlent de ça, bah je vais faire des recherches, tu vois, un type qui allait chercher, qui allait interviewer, etc., qui est même allé qui a réussi à aller interviewer des gens très haut placés dans la pègre je crois de Marseille ou un truc comme ça. Enfin bref, et qui s'est posé plein de questions, qui a regardé, et en fait, globalement, quand tu vends de la drogue, tu touches le SMIC, quoi. Enfin, quand t'es le petit vendeur du coin de l'organisation, bah, tu touches pas énorme. À la fin, potentiellement tu vends beaucoup en chiffre d'affaires, mais ton bénéfice et toi ton salaire entre guillemets à la fin, bah c'est le SMIC. Ce qui me fait penser au podcast Défense de filmer, c'est peut-être celui-là dont tu as tiré ça, parce que je me souviens justement de plusieurs podcasts, ça ça dure à peu près une demi-heure, une heure, je crois, l'épisode. Et justement, t'as pas de caméra, et ils font des interviews de personnes dans le même style pour savoir un petit peu pourquoi en fait ils sont arrivés là et tout. Et ils expliquent la démarche, ils essaient de comprendre et tout. Il y a sur plein de sujets divers et variés. Donc t'avais justement la criminalité, il y avait quoi encore, les trucs en prison, comment ça se passait et tout. Et c'est hyper intéressant de découvrir ces vidéos-là sous un point de vue qui n'est pas politique,
qui n'est pas politisé et qui a pour but juste de faire comprendre et de découvrir. En fait. Et voilà. Donc c'est Défense de filmer si ça vous intéresse, le nom du podcast. Ok. Moi, c'était pas ce podcast-là, mais c'était un type qui parlait du résultat de ses recherches et du bouquin qu'il avait dû écrire ou je ne sais quoi. Un gars qui dit qu'il amasse de l'argent, mais là-dessus, il en parle qu'un tout petit peu. C'est les notaires, en fait, non? Du Ouais, coup. c'est ça. Mais en plus, c'était marrant parce que le type racontait que quand tu vends de la drogue, comme tu es de base dans quelque chose de très secret, c'est très intéressant parfois de gonfler ton chiffre d'affaires ou ton bénéfice. C'est-à-dire que quand tu te fais arrêter, en fait, tu as plutôt intérêt à ce que dans les infos, tu te fasses arrêter, on a trouvé 100 000 euros en petite coupure sur lui, plutôt qu'on a trouvé 200 euros en petite coupure sur lui. Donc parfois, quand ils se font arrêter et qu'ils passent devant le juge, eh bien, ils disent ah non mais moi je me fais tant par semaine, etc. Parce qu'ils savent que ça va être publié et ils savent que du coup ils vont avoir plus de cred par rapport à leurs concurrents, etc. Enfin, il y a aussi des jeux comme ça, et ce qui fait que le type racontait que c'était très compliqué de savoir combien il gagne exactement. Parce que comme c'est quelque chose d'un peu secret, il faut réussir à trouver la personne qui va te donner le vrai chiffre. Le vrai chiffre, hein, parce qu'ils ont aussi parfois intérêt, quand ils se font arrêter, à gonfler un petit peu pour faire bien devant les copains, quoi. Ouais, c'est ça. Plus t'es gros criminel, mieux c'est. Enfin, quitte à aller en tôle. C'est ça, voilà. Et en plus, si tu donnes l'impression que tu pèses dans le game, tu te fais peut-être moins embêter en tôle. Enfin, ça j'en sais rien, tu vois, mais. Ouais, ou potentiellement tu te fais d'autres contacts mentaux aussi. Ouais, c'est ça. Tu as plus d'opportunités. Mais je sais plus de qui. Je me souviens qu'on avait déjà parlé d'un sujet comme ça, pas dans Massy, mais de personnes qui étaient. Que les dealers, justement, dans la rue étaient meilleurs vendeurs que les vendeurs dans le magasin. Ou meilleurs businessmen, entrepreneurs. Et je sais plus d'où était sorti ce sujet, mais on avait discuté pendant longtemps là-dessus, parce qu'effectivement, mais je crois que c'est Elon Musk qui a sorti ça, qui sortait que justement un dealer était un meilleur entrepreneur qu'un entrepreneur aujourd'hui, parce que justement il a potentiellement un business à gérer, des gens à gérer, dû aller débaucher des fournisseurs et autres, chose que potentiellement l'entrepreneur aujourd'hui il débarque, il sait pas quoi. Et voilà. Mais il me semble que ça vient d'Elon Musk, cette histoire-là. Enfin, tu compares un dealer de 10 ans d'expérience avec un entrepreneur de 1 jour d'expérience ou... Non, oui, La comparaison est un peu... un peu éloignée. Je me souviens plus exactement, ça fait un petit moment qu'on avait parlé de ça. Okay. Et du coup, en parlant de choses un petit peu complètement différentes, je vais essayer d'aller sur le CAPTCHA du parti animaliste que Julien nous a proposé, qui n'est pas politique. C'est ça. Puisqu'on parlait politique, donc le parti animaliste qui est globalement un parti politique qui défend les droits des animaux. Alors je ne connais pas leur programme par cœur, mais globalement, ils considèrent que les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains. C'est-à-dire que si tu tues un chien, tu devrais aller en prison. Je vous le fais. T'es pas en train de faire. J'ai entendu, j'ai un copain, ça lui est arrivé. De quoi? Non, je connais pas bien, mais par contre, j'étais sur le site du truc. Non, mais enfin, le parti, si, enfin, je connais, je veux pas vous en parler en détail. Tu peux nous dire que tu es militant du parti animaliste. Je sais pas comment on s'écoute. Non, il faut d'abord que je passe la CAPTCHA pour aller voir leur programme, voilà. Et justement, je voulais vous parler de la CAPTCHA parce que j'ai vu passer un tweet ce matin. Où en fait, pour aller voir le programme du parti animaliste, il t'affiche une CAPTCHA, vous savez, le fameux reCAPTCHA, où il vous affiche une série de 9 ou 16 images, là, il faut cocher toutes celles qui représentent un avion ou un truc comme ça. Tu sais et jamais là, cliquer où commence et où s'arrête le feu de signalisation. Ouais, c'est ça, par exemple. Et donc, là, c'est la même chose, donc il vous affiche les 9 images, et la seule question qu'il pose, c'est cliquer sur les images qui représentent un sanglier. Et mélanger parmi les images, des images de sangliers, il va y avoir des images de joggers, des images de gens qui font du vélo dans la forêt, des images de gens qui cherchent des champignons. Et je trouve que c'est un énorme troll fait vis-à-vis des chasseurs qui visiblement ne savent pas reconnaître un jogger d'un sanglier. Et donc voilà, mais je trouve que comme c'est marrant, enfin ça mérite
d'en parler. Et après, je vous laisse lire leurs propositions sur le site si ça vous intéresse. Mais c'est marrant, allez cliquez sur le lien qu'on vous met dans la description et faites la captcha. Voilà, ça fait marrer. C'est Ça drôle. fait marrer au moins une fois et du coup ça interpelle quoi. Je trouve que c'est une bonne stratégie marketing, Ouais, c'est bien marketing. fait. Hein. De communication. Je trouve que c'est très drôle quoi. Ce que j'aime bien, c'est le train qui est à côté du sanglier. Oui, il y avait un accident il y a pas longtemps avec un train. Ouais. J'ai vu une personne qui promenait un animal de loin, mais de dos, et du coup, je sais pas si elle promenait un sanglier ou pas, parce que tu vois pas de dos. Puis moi je suis chasseur, je sais pas reconnaître un sanglier. Mais ce qui serait vachement plus drôle, c'est qu'ils mettent des chasseurs dans leur recaptcha. Voir si ils arrivent à se retrouver entre eux. Un type en gilet jaune là. Enfin, c'est un gilet de chasse. C'est pour ça sur le site chasse pêche nature ou ce genre de truc où il faudrait Ça- le captcha. Trouver un animal et puis tu mets des chasseurs ou des gens et en fait tu mets aucun animal et les mecs ils tirent sur des bagnoles. Mais il faudrait faire du captcha où tu sélectionnes pas quand tu cliques ça fait un impact de balle tu vois. Il y a une photo globale et tu tires là schlac. Ah non, Non. tu n'as pas eu un animal. Mon Dieu. Ah, ça me fait tellement penser aux inconnus. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Mon Dieu, il est tellement bien. Et en parlant des inconnus et de YouTube, potentiellement vous pouvez retrouver cette vidéo. On va pouvoir aller sur la musique Quelle est la différence de entre une bonne et l'épisode. une mauvaise musique? Et c'est ça. Et la différence entre une bonne et une mauvaise musique. Je crois que quelqu'un a un dé parmi nous, Oui. un dé de 20. J'ai un dé. Et on a décidé que comme c'était le... Vas-y. Vas-y, comme tu veux. On avait décidé, comme dit Julien, de faire de 1 à 20 Manu, vu que c'est son premier Voilà. épisode. Alors, et nous, on est en je- 21, 22, 23, 24. Je lance le dé 20. Choisis quand J'ai même ton fait numéro. 9. Ah bah tiens, ça tombe sur Manu Oh, trop qui va bien. nous présenter sa musique. Eh ben, j'espère que ça sera une t'avais, bonne musique du coup. Je sais pas quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise musique, mais ouais, Alors, lance-nous sur le- j'ai choisi du coup un truc qui s'appelle Celtica Pipes Rocks, qui est un groupe allemand, qui grosso modo fait de la cornemuse et de la guitare électrique. C'est assez rigolo parce que j'aime bien avoir des sons sans voix quand je taffe ou quand je fais un peu de code, et c'est plutôt cool. Ça met une plutôt bonne ambiance. mais voilà, c'est strictement instrumental et j'ai développé au cours des derniers mois une passion pour la cornemuse qui m'a pas encore lâché. voilà. Il faut que tu viennes. Est-ce que tu t'y es mis? C'est ça. Non, pas encore, mais du coup j'ai acheté un Flutio il y a 6 mois, ça prend moins de place et je commence à essayer de faire 2-3 trucs au Flutio. Et est-ce que la cornemuse, c'est comme la bombarde, c'est un des seuls instruments où il n'y a pas besoin de micro et de haut-parleur, tellement ça fait de bordel quand Ça quand peut on joue. Ouais. Ça peut envoyer. Bah là, justement, sur scène, il y a un live de Celtica Pipes Rock, ils ont pas de micro, effectivement. Donc, je vous laisserai regarder Sur ça. des bagadous, t'as pas d'ampli, pas de rien. Non, franchement, Effectivement. c'est pas mal. J'aime bien là. Je l'ai lancé à l'instant. Et ben moi, j'ai ouvert le lien et je verrai ça juste après. Parce que les amis, c'est la fin de l'épisode. On vous dit au revoir, en tout cas. Oh, déjà Bah oui, déjà, c'est la fin de l'épisode. Mais c'est pas grave, nous, on va rester entre nous. Parce qu'on va faire l'épisode 68 juste après. Et que vous aurez la semaine d'après. Et donc, Et alors, où est-ce qu'on te retrouve, Florentin? sur le lien de Zencaster que l'on utilise pour enregistrer et qui a des fois frisé parce que Conti a dû attaquer. Je crois qu'il a pas compris la question. Ça a échoué complètement. Alors, dans un autre ordre. Où est-ce qu'on te retrouve, Juju? Ah, moi on peut me retrouver sur Twitter parfois, globalement, @JUUDUU sur Twitter, donc avec 2 fois 2 U. Et voilà, est-ce que... vas-y Florentin, maintenant que tu as compris la question. Oui, je j'étais pas du tout là-dedans, j'étais type premier degré. Moi.
c'était pas dans la trame de l'épisode et du coup j'étais pas du tout là-dedans. Mais bon, on peut vous retrouver sur Twitter également, GitHub et tout avec le pseudonyme Florentin Dubois. J'étais très inspiré quand je l'ai créé. Donc Florentin avec un F majuscule, Dubois tout en majuscule, tout collé. Et voilà. Et du coup, vas-y, Steven. Où te retrouve-t-on sur le @Gwynizdu de Twitter. Gwynizdu qui veut dire en breton Une sorte de vin noir, non? bleu noir. Du blé noir. Ah. Mais d'où vient du coup? Pourquoi Bleu noir, sarrasin. Parce que c'est très fin, sarrasin. On en fait plein de choses. Pourquoi as-tu voulu t'appeler Blé Noir du coup? Toute la question est là. Ah, interruption enfant. C'est comme à l'heure Du coup, passons à pelleteuse. Manuel. Est-ce que tu as une présence sur différents réseaux? Non, moi on me retrouve sur Signal à mon numéro de téléphone du coup. Mais après je suis pas tellement. Qu'on ne va pas divulguer ici. Non voilà. Donc je suis en read only sur les réseaux sociaux, donc je suis pas très accessible. Ça marche. Tu veux te dire que tu ne donneras pas plus d'informations à Méline ni à Conti? Ouais, voilà. Je me protège. Eh ben, tu as bien raison. Et ben, sur ce fin d'épisode, des bisous. On vous embrasse fort et on vous retrouve dans le prochain épisode. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Salut.